Bonsoir à tous et bonsoir Frédéric. Bonsoir. Nicolas et moi sommes très heureux de vous accueillir tous ceux qui nous écoutent et vous tous ce soir pour la conférence de Frédéric Bardot cette conférence va porter sur l'IA et l'IA générative et il va nous inciter à nous acculturer à l'IA, notamment l'IA générative, de façon à bien l'utiliser. C'est un positionnement équilibré entre la volonté de ne pas rater le mouvement, la révolution qui a été déclenchée par l'IA, d'en saisir les opportunités, mais aussi la lucidité face aux risques qu'elle peut engendrer, l'idée étant de trouver ce meilleur équilibre bénéfice-risque. C'est tout à fait dans notre ligne à nous des actuaires. Donc cet exposé se situe dans le cadre du groupe de travail anticipé en univers incertain que nous vous invitons à rejoindre si vous n'y êtes pas, et parce qu'on y fait beaucoup de choses très intéressantes et on s'amuse bien tous avec Nicolas. Le GT s'intéresse donc aux différents domaines d'activité des actuaires qui sont percutés par les nouveaux risques et les nouvelles technologies. Euh, L'IA, bien sûr, mais aussi les risques climatiques, le cyber, etc. Alors, nous accueillons Frédéric Bardot, qui est un homme très éclectique. Il a été formé aux sciences sociales. C'est un ancien du monde de la défense et du monde militaire. Et il a accumulé au long d'une expérience d'agence de communication, il a accumulé ça également avec 15 années de pratique de l'entrepreneuriat social et à impact. Ces thèmes actuels portent sur le numérique et l'IA responsable et les LLM. Il a noté qu'il s'intéresse beaucoup à la formation et ça, c'est un sujet extrêmement important pour l'IA et pour la réussite de nos entreprises et la mise à jour de la familiarisation avec l'IA de toutes les générations qui sont l'avant. Donc son activité, elle a été primée par le Boston Consulting Group, par Le Monde, par HEC Alumni, ce qui montre que son influence s'exerce dans des cercles différents. Il a publié deux ouvrages, Anonymous, peuvent-ils changer le monde? Et un autre dont le titre me plaît beaucoup, Lire, écrire, compter, coder. Tout un programme. Pour ma part, j'ai fait connaissance de Frédéric dans un cadre associatif où il venait faire un exposé sur l'IA pour des bénévoles de cette association. Et c'était passionnant. Alors, j'ai eu à cœur de partager cela avec vous et ça tombe bien parce que Nicolas avait également envie de partager avec nous ce qu'il avait eu comme échange avec vous, Frédéric. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Frédéric. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. Il y sera répondu plutôt à la fin, peut-être en cours de route si on voit une question qui montre un besoin de compréhension. Voilà, donc à vous Frédéric et bonne écoute à tous sur ce sujet passionnant. Mais merci Florence, bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse, Florence et Nicolas, mes compatriotes de crime, comme on dit, m'interpeller à n'importe quel moment s'il y a des questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, c'est pas forcément un exposé qui doit être que descendant. Donc voilà, vraiment sentez-vous super libre. Et merci pour cette présentation aussi très élogieuse. Donc effectivement, moi je suis un peu un geek depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas développeur et je ne suis pas ingénieur en machine learning, donc ça vous allez peut-être le sentir. Et je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être plus férus que moi de mathématiques appliquées à l'IA ou de choses qui sont peut-être plus techniques et plus pointues. Moi je suis un vulgarisateur et je suis surtout quelqu'un qui a participé à faire en sorte que les ONG, les fondations, les associations s'emparent des outils numériques, que ce soit le web, après les réseaux sociaux et maintenant, on va dire, l'IA traditionnelle et puis l'IA maintenant générative. Donc c'est ce que je fais depuis une trentaine d'années et je suis consultant expert aussi pour BPI France. Je fais des diagnostics data IA dans des TPE-PME de plein de secteurs d'activité différents.
Donc ça me fait passer des fibres de verre au boulon de 12 en passant par le service, la banque, et c'est absolument passionnant. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie qui soit intéressant, utile et, si possible, responsable. Donc je suis plutôt passionné par cet aspect-là. Je suis en partenariat avec, dans le cadre de mon activité professionnelle à Simplon, qui est un organisme de formation avec plein d'opérateurs américains, français, européens dans le domaine de la technologie. Mais moi, je roule pour personne. Je n'ai rien à vous vendre. Je pousse pas plus ChatGPT que Mistral, que OpenAI, voilà, que les autres services et que Copilot. Et donc voilà, ma parole est libre et de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais je pense que la vôtre le sera aussi. Donc vous m'interrompez à n'importe quel moment. Et effectivement, je suis entrepreneur social, donc je connais un petit peu le monde de l'entreprise aussi, avec une petite PME de 300 salariés dans 26 pays. Je vais arriver un petit peu plus à ce qui nous réunit. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter ce que c'est que ChatGPT, juste pour vous redonner quelques chiffres, hein. ChatGPT, c'est le quatrième site le plus visité au monde maintenant, devant Wikipédia. C'est 800 millions d'utilisateurs uniques au niveau hebdomadaire. Et il est loin devant le deuxième, hein, qui est Gemini de Google. Et donc, c'est vraiment, il y a 1 million de téléchargements de l'application ChatGPT chaque jour sur les stores, dans les applications mobiles, et plus de 5 milliards de prompts par jour. Donc, c'est absolument incroyable. Voilà. Donc, c'est un phénomène, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Et puis, juridiquement et fiscalement, c'est très surprenant aussi, puisque c'est l'ONG la plus dotée financièrement au monde, hein, puisque la filiale d'OpenAI, qui est une association, est valorisée plus de 300 milliards de dollars. Et donc voilà, c'est une espèce de curiosité un peu spéciale. Donc j'aime bien commencer par ça. Bon, ça, je ne vous ferai pas l'affront non plus de vous raconter d'où vient l'IA, que ça vient des années 50, qu'il y a plein de formes d'IA différentes, qu'on interagit avec des IA tous les jours depuis des dizaines d'années, que toutes les IA ne sont pas génératives et que les IA génératives sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres IA qui sont utilisées depuis très longtemps et qui seront utilisées encore pour très longtemps parce qu'elles ont des vertus intéressantes et des cas d'usage intéressants. Mais ces IA génératives qui vont nous occuper, elles ont une place un peu particulière. Bah, déjà, elles prennent toute la place là en ce moment en termes de communication, en termes de financement aussi. Et puis, elles ont des caractéristiques un peu spécifiques qui les rendent voilà, assez impactante sur le plan environnemental et aussi sur les sociétés, puisqu'elle se déploie à un rythme vraiment très rapide. Donc je ne rentrerai pas aussi sur le fait qu'à la base de l'IA, il y a la donnée, parce que quand je parle des actuaires, c'est pas moi qui vais vous expliquer ce que c'est que de la donnée. Vous êtes des, des data scientists depuis plus longtemps que ça, avant que ce soit la mode, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais ce qui m'intéresse dans ces slides-là, souvent, c'est de faire comprendre aux gens qui sont peut-être moins férus que vous que le vocabulaire qu'on utilise pour décrire l'IA est un vocabulaire qui pousse à l'anthropomorphisme, hein, ça vient de loin. Mais, et donc je rappelle souvent voilà, que les IA ne sont pas comparables aux humains. Elles peuvent l'être compétence par compétence dans des cadres un peu spécifiques, mais voilà, moi je parle plutôt de complémentarité entre les humains et les machines plutôt que de substitution ou de concurrence. Voilà. Donc les IA, elles ont des gros pouvoirs, elles ont aussi donc des grandes responsabilités. C'est mes deux philosophes favoris, hein, Spiderman et Frédéric Dard, et elles ont des grandes qualités, ces IA génératives, mais elles ont des gros défauts aussi. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter ce que c'est que l'IA générative, mais peut-être de survoler un petit peu les caractéristiques spécifiques qui moi m'intéressent, hein, et que je partage souvent en acculturation. Donc déjà, bah, pour ce qui est des IA, on va dire à base textuelle, elles sont entraînées sur des grandes quantités de texte. Vous avez des ordres de grandeur ici, hein, donc 50 terabits de texte qui sont, on va dire, qui tournent et qui sont moulinés par des algorithmes dans des serveurs avec des cartes graphiques, avec des calculs sur lesquels je ne m'étendrai pas, qui ont un impact voilà, financier et carbone assez important, et à la sortie un modèle de langage qui peut peser voilà, entre 500 mégabits et 1 terabit. Et donc, effectivement, ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que un modèle de langage n'a plus accès à ses sources d'entraînement et il lui reste effectivement que le souvenir des poids hein, du réseau de neurones. Et ça, c'est souvent quelque chose qui surprend beaucoup les gens. Pareil pour la tokenisation, hein, souvent les gens vraiment sont persuadés que ChatGPT et consorts comprennent sémantiquement en fait les éléments qu'ils ont eu en entraînement et qui régurgitent quand on les prompte et quand on les interroge. Et effectivement, le fait d'expliquer que ce traitement-là est un traitement qui est vraiment mathématique,
probabilistes et statistiques sur la base de tokens, qui sont des portions de mots, avec des dictionnaires fixes. Et donc ça, c'est quelque chose qui déstabilise souvent beaucoup les gens, mais qui est intéressant de rappeler, même si dans cette audience-là, c'est peut-être pas le plus important, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assez fondamental et qui permet de comprendre pourquoi ces modèles sont intéressants, quelles sont leurs limites aussi, pourquoi est-ce qu'ils sont si impactants, et puis aussi quels sont effectivement leurs défauts et leurs qualités un peu intrinsèques. Donc les réseaux de neurones, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un réseau de neurones, je pense qu'il y a des gens ici qui seraient en mesure de le faire beaucoup mieux que moi, mais ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que effectivement c'est un traitement mathématique de la donnée d'entraînement et que ces réseaux de neurones ont un effet black box, c'est un peu un effet de difficulté d'explication, hein. Ils choisissent, on va dire, les tokens ou les pixels les plus probables, mais parfois ils ont des comportements qui sont un petit peu inattendus et qui peuvent générer des hallucinations ou des comportements un peu surprenant. Et ça, souvent, effectivement, les gens sont habitués à une informatique qui est très déterministe. Et le fait de rajouter du non-déterminisme et de la stochastique là-dedans, c'est vrai que ça les déstabilise un petit peu. Donc souvent, je suis amené à réexpliquer un peu ce fonctionnement-là. Et le fonctionnement du principe d'un modèle de langage, hein, donc qui est de la prédiction, si je simplifie à l'extrême, des tokens les plus probables en lien avec les tokens d'avant. Donc souvent, ça m'amène aussi à faire ce genre de petites démonstrations et de montrer effectivement que là, j'ai posé une question à GPT-4o, hein, qui est qu'est-ce que c'est que l'Institut des actuaires? Et donc il m'a répondu token par token, cet enchaînement que vous voyez là à l'écran. Et quand on clique sur l'Institut des actuaires est une organisation professionnelle en France qui regroupe, j'ai cliqué sur reg et effectivement c'est là qu'on voit que le modèle, on va dire entre guillemets, a hésité entre regrouper, représenter, rassembler. Et donc en fait on a vraiment de la prédiction de tokens qui est vraiment voilà, autorégressive, hein. Donc, le token est prédit par rapport au token qui le suit juste avant, si je simplifie un peu les choses. Donc ça, je m'étends pas là-dessus. Le post-entraînement, souvent, c'est une révélation aussi pour les gens d'avoir cette idée que les modèles sont faits avec des maths et des stats, mais qui sont après alignés par des petites mains de l'IA qui sont dans des sous-traitants peu connus du grand public, mais qui sont effectivement rémunérés entre 1 dollar de l'heure et 1 dollar par jour pour réaligner les modèles, pour annoter leurs données d'entraînement et pour modérer, on va dire, un certain nombre de leurs sorties. Et que c'est à ce moment-là que les constructeurs des modèles impriment aussi une vision un peu culturelle, parfois politique, donne une personnalité au modèle, des modes de réaction aussi par rapport aux utilisateurs. Et donc, voilà, souvent les gens sont très très surpris de savoir que les modèles sont alignés, qu'il y a de la subjectivité très forte et qu'un modèle chinois ou le modèle d'Elon Musk ou le modèle de Mistral, que tout le monde trouve très adapté à nous, en fait, sont des modèles qui sont voilà, alignés spécifiquement pour produire certains effets éditoriaux, mais aussi qui transmettent des valeurs culturelles et politiques. Donc ça, je Frédéric? oui. Deux choses. Il y a Anthropique, donc notamment Claude, qui avait, alors je ne sais plus si c'était fuité ou publié, ils avaient vraiment donné leur pré-prompt pour dire bah, comment ils souhaitaient précalibrer leur modèle avec des intentions plutôt positives. Mais est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois un risque que finalement on ait, à force de dialoguer avec des modèles qui ont un prisme soit anglo-saxon, soit chinois ou asiatique, mais même eux étant potentiellement, entre guillemets, contaminés par un modèle anglo-saxon, que le modèle européen, et c'est pas un jugement de valeur, hein, ou un modèle, entre guillemets, africain, soit pollué ou qu'à terme, par exemple, aujourd'hui, quand je vois le nombre de textes qui sont avec des guillemets en anglais, donc Mm. entre guillemets, plutôt que des guillemets français, ou le côté essentiel, crucial qui entre dans le vocabulaire commun. Est-ce que tu vois un risque de contamination ou bien est-ce qu'il y aura quand même une réaction positive qui fera que un modèle européen, entre guillemets, ou français, pourra quand même subsister? Non, non, bah déjà sur la première partie de ta remarque, donc le prompt Claude est un des rares constructeurs, enfin un des rares modèles dont on a accès au prompt. Donc il y a même les différentes versions du système prompt qui sont en ligne sur le site d'Anthropic. Donc ça c'est vrai que c'est un effort de transparence qui est assez appréciable, même sur l'alignement en fait, hein. Ils avaient publié un papier sur euh, l'alignement constitutionnel et la constitution qu'ils avaient donné à Claude pour qu'il puisse répondre. Donc ça c'est un effort de transparence qui est assez rare pour le noter.
Mais de toute façon, voilà, Anthropic est une société américaine et qui est vraiment alignée aussi sur des valeurs américaines. Et on constate avec la prolifération des LLM qui sont plutôt effectivement d'origine américaine qu'on a une espèce d'américanisation des sorties, des modèles et donc des modes de pensée. Tu as pris des exemples qui sont assez probants. Il y en a d'autres aussi sur, je sais pas si tu demandes à Mistral qui a inventé l'aviation, il te dira que c'est Clément Ader. Et si tu demandes à n'importe quel LLM américain, eh ben, il te dira que c'est les frères Wright en Angleterre. Donc effectivement, il y a un risque d'américanisation des modes de pensée. Et pour les Chinois, bah, il y a l'alignement chinois. C'est pas la peine de parler de Taïwan à DeepSeek, hein. Il te dira que c'est un morceau de la Chine et qu'ils vont le récupérer un jour. Mais en plus, ces modèles, souvent chinois, distillent des modèles américains. Et donc, en fait, ils chopent les sorties des modèles américains. Donc, parfois, même dans DeepSeek, tu as des réponses qui te disent je suis ChatGPT et je te réponds que. Donc, en plus, même la contamination, elle peut aller jusqu'aux Chinois. Donc, il y a un vrai risque, effectivement, mais comme on l'a eu avec les moteurs de recherche, hein, et comme on peut l'avoir aussi avec Wikipédia, dont on sait que voilà, il y a, on va dire, il y a un Américain qui a fait la une de, de la presse américaine il n'y a pas longtemps. Il est à l'origine de presque 15 ou 20% de toutes les modifications qui ont été faites sur Wikipédia. Donc il y a effectivement ce risque-là. Et c'est pas le côté B2B de Mistral qui va faire que bah, on va contrer ça. Parce qu'en fait, vraiment, Mistral, le modèle économique de Mistral, c'est pour les entreprises. Donc voilà, les entreprises peuvent choisir de se désaméricaniser en prenant du Mistral. Mais sur le grand public, voilà, les 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, bah, ils vont penser en mode crucial, ils vont penser à l'américaine, ils vont penser free speech, effectivement, il y a un risque de contamination, hein, tout à fait. Mm. Et ça vient des données d'entraînement, mais ça vient aussi de la programmation. Ouais, c'est ça, ça vient de tout. En fait, à chaque étape, il y a un biais, hein. Donc, les données d'entraînement, il y a l'alignement, après, il y a le prompt système, et puis après, il y a le fait que les modèles aussi, pour se mettre à jour, hein, comme ils sont figés, hein, ils sont tous congelés, pour pouvoir récupérer des informations après la fin de leur entraînement, ils utilisent des moteurs de recherche, et ces moteurs de recherche sont principalement des moteurs américains. Donc, la plupart des gens pensent que ChatGPT et Copilot vont chercher sur le web avec Google, ça n'est pas le cas. Ils vont chercher avec Bing. Et l'index de Bing a aussi des biais américains. Et quand on parle du chat de Mistral, Mistral va sur le web avec un autre index américain qui est celui de Brave. Et donc, en fait, voilà, il n'y a que Gemini qui va sur le web avec Google. Et même Google, on peut imaginer que on va dire, son index soit pas de parti pris, mais qui soit principalement alimenté par des documents anglo-saxons, etc. Donc, ouais, il y a des biais à tous les étages, quoi, effectivement. Mm. Ok, Tout à fait. merci. De rien. Bah, de toute façon, j'allais y aller juste un petit zoom hein, sur ces petites mains de l'IA, hein. Donc, il y a vraiment des gens qui rééduquent des modèles et qui alignent des modèles à longueur de journée. C'est les mêmes que les modérateurs et les annotateurs de données. Mais il y a une nouvelle catégorie d'annotateurs qui est en train d'arriver. Ça va vous intéresser, vous. C'est en fait des annotateurs de niveau supérieur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des compétences de recettes un peu bêtes et méchantes, genre OK KO, non, t'as pas le droit de dire ça, oui, tu as le droit de dire ça. Maintenant, il y a des structures, hein. Il y en a une qui s'appelle Mercor, là, que vous voyez à l'écran, qui est une énorme croissance en ce moment. C'est de l'alignement de haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des gens qui sont détenteurs d'une compétence ou d'un savoir particulier, des chimistes, pourquoi pas des actuaires et plein de gens qui ont des savoirs spécialisés, qui rééduquent les modèles et les alignent sur des compétences de haut niveau. Et pas seulement sur des choses morales, pas morales, vraies, pas vraies. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de gens qualifiés qui vendent à ces plateformes-là leur expertise pour rendre les modèles, entre guillemets, aussi compétents qu'eux sur une matière qui est un peu spécifique. Et ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau, ça prend beaucoup d'essor. Et comme les modèles sont utilisés par des gens qui sont très, très exigeants et pas seulement pour du grand public, bah, effectivement, il y a des mathématiciens, des développeurs, des actuaires, des chimistes, des physiciens, en fait, qui travaillent pour ces plateformes. Et là, c'est pas $1 par jour, c'est de l'ordre de 80 à $100 de l'heure et qui font des tâches et qui disent, bah non, là, le modèle se trompe, ou là, le modèle a pris ce raisonnement-là, mais il ne devrait pas prendre ce raisonnement-là. Et ça, c'est assez intéressant sur l'avenir que peuvent avoir les modèles, qui vont plus être des modèles uniquement de questions-réponses, mais qui vont être des modèles de problèmes-solutions. Et le champ des solutions et des problèmes qu'ils vont adresser va être de plus en plus large. On a parlé de la médecine, mais ça va être le cas de, je sais pas quoi, de la chimie, pourquoi pas de l'actuariat et de plein d'autres choses. Donc ça, c'est intéressant comme type de développement. Souvent en formation, je rappelle aussi que les modèles sont congelés. Effectivement, les gens s'imaginent que les modèles se mettent en jour en temps réel, en fait, au gré des nouvelles
informations qu'ils glannent sur les moteurs de recherche. Donc non, hein, tous les modèles, pour ne pas dévier de leur alignement et pour pouvoir être bien contrôlés par le constructeur, sont tous figés. Donc on travaille tous avec le même ChatGPT, avec le même copilote, mais il se trouve qu'il y a des modalités de personnalisation et de mémorisation et les moteurs de recherche qui permettent au modèle en fait de donner l'impression qu'il se met à jour ou qu'il se personnalise par rapport à nous, mais le modèle est figé, hein. Il n'y a que les gens qui font du fine-tuning qui sont capables de modifier les poids du réseau de neurones. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, on a toujours des modèles qui ont un temps de retard et dont la seule possibilité de se mettre à jour, en fait, et pas de se mettre à jour, mais d'aller chercher des informations soit sur le web, soit sur des documents qu'on fournit, hein. Et c'est ce qu'on va voir après, c'est le RAG, hein. C'est la plupart des cas d'usage qui sont utilisés en entreprise, c'est le fait de donner une base de connaissances au, euh, au modèle. Et donc la véracité, il y a de plus en plus de gens qui utilisent les modèles à la place des moteurs de recherche, et c'est un très très mauvais cas d'usage, hein. La situation du pourcentage de fausses informations dans les réponses qui sont apportées à des modèles, à des questions d'actualité ou de connaissances, en fait, hein, elle empire, hein. En bleu, c'est en 2024 et en noir, c'est en 2025. Donc en fait, ça ne s'arrange pas, hein, parce que la plupart du temps, les modèles sont sollicités pour des choses qui sont très diverses et en fait, comme leur seule porte d'entrée sur de la nouvelle connaissance qu'ils n'auraient pas dans leurs données d'entraînement, c'est le web. Et donc, c'est Bing pour ChatGPT et Copilot. Et ben, en fait, pour le coup, le référencement naturel de documents sur Bing ne suffit pas à augmenter la qualité, la précision et la véracité des informations qu'ils ramènent, hein. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Et c'est vrai que souvent, c'est moi qui apprends aux gens que je forme que non, ChatGPT et Copilot ne vont pas chercher sur le web avec Google, et ça déstabilise beaucoup les gens. Donc les outils qu'on fournit au modèle, hein, que ce soit des outils pour aller faire des maths, comme c'est le cas des bibliothèques Python, ou les moteurs de recherche, ou leur capacité à aller se connecter à des API, des choses comme ça, c'est des choses qui sont aussi importantes que la qualité du modèle. Et hier soir, le patron de Microsoft a publié sur son blog qu'ils avaient renouvelé le partenariat avec OpenAI. Et donc OpenAI est reparti, a remis une pièce dans la machine pour un partenariat très structurant avec Microsoft. Et donc ChatGPT va garder Bing comme moteur de recherche et va tourner sur Azure pendant encore très longtemps, puisque la fin de ce partenariat, ce serait au moment où ils auront atteint le niveau AGI, donc le niveau d'une intelligence artificielle générale. Donc comme c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'on aura ce niveau-là, bah, voilà, ChatGPT va utiliser Bing encore quelques années. Bon, le traitement médiatique, il y a eu une belle étude qui est sortie, hein. Donc effectivement, il y a vraiment une fois sur deux, les modèles racontent n'importe quoi sur l'actualité. Soit c'est des erreurs, des inexactitudes, des hallucinations, euh, vraiment des chiffres obsolètes, des sources inventées, des opinions qui sont mélangées avec des faits. Enfin bon, c'est vraiment pas du tout un très bon cas d'usage, mais ça, je pense que la plupart des gens qui sont connectés le savent, mais je pense qu'il faut continuer à le marteler parce que les gens utilisent encore, enfin beaucoup de plus en plus, notamment les jeunes générations, ChatGPT à la place de Google ou à la place de YouTube pour faire des recherches d'infos, quoi. La multimodalité aussi, ça c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément très connu ou utilisé principalement dans le monde professionnel, mais les modèles maintenant sont capables de traiter en entrée du texte, du son, de l'image et de la vidéo, pour le cas de Gemini et d'autres. Et ils sont capables de sortir des choses en texte, en son, en image et en vidéo. Et ça c'est très intéressant pour des questions de handicap, d'accessibilité, mais aussi parce qu'on a une interface humain-machine qui est donc en langage naturel, qui est multilingue mais qui est aussi multimodal. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un texte, faire une image, à partir d'une image, la lire et la transformer en texte. Pareil pour l'audio et la vidéo. Et ça, il y a des cas d'usage professionnels qui sont, à mon avis, très sous-estimés. Et ça, pour moi, ici qu'il y a une grosse part de la révolution qui est apportée par l'IA générative, c'est sa multimodalité. Même si elle a des limites, hein. Ça, je ne reviens pas sur les cas un peu classiques d'hallucination ou de censure. Et j'en viens donc au cas... Si Oui? elle se mélange avec de la robotique, ça peut donner des choses très puissantes. Oui, et de toute façon, effectivement, tu as raison. En ce moment, on dit qu'il y a, enfin, ça fait quelques années déjà qu'il y a une espèce de convergence de pas mal d'évolutions technologiques. Donc, il y a effectivement la robotique et l'intelligence artificielle, ça a toujours été lié, mais là, on commence à avoir des gens qui se disent, bah, en fait, si les LLM sont des cerveaux, entre guillemets, hein, ce qui est vraiment un raccourci très brutal, bah, on peut mettre un cerveau dans un robot et on peut avoir effectivement un modèle de langage qui, au lieu d'interagir uniquement de manière en langage naturel, il peut interagir s'il a des capteurs et s'il a des bras, des jambes ou des choses, effectivement, avec son environnement. Et ça fait penser à pas mal de gens qu'une nouvelle génération de modèles pourrait venir
et augmenter, on va dire, la capacité d'intelligence des modèles. C'est notamment Yann Lequin qui défend beaucoup ça, mais il n'est pas le seul, hein, sur des modèles d'IA qui auraient une vision du monde parce qu'ils auraient été entraînés sur de la vidéo et implantés dans des robots qui auraient une interaction avec le monde, quoi. Comme nous, on peut l'avoir, effectivement. Donc ça pourrait créer une nouvelle forme de modèle d'IA qui permettrait de traiter des tâches qui sont différentes et qui sont pour l'instant complètement inaccessibles pour les modèles traditionnels, quoi. Donc ouais, robotique et modèle de langage, ça commence à bien fusionner, mais biotech et informatique, ça fusionne aussi, nanotechnologie aussi. Et puis je parle même pas des interfaces voilà, corps-machine, hein, avec les puces chez Elon Musk et d'autres. Effectivement, il y a une sacrée convergence là, de plein de choses, hein. C'est ce qu'avait décrit Mustapha Suleiman, là, qui était l'ancien patron d'Inflection AI, qui est maintenant le patron de l'IA chez Microsoft, dans son bouquin que je conseille à tout le monde et qui s'appelle La Grande Déferlante ou La Déferlante, The Coming Wave en anglais. Et il raconte bien cette espèce de syncrétisme des technologies là, qui vont amener des choses qu'on n'imagine pas encore et qu'on sous-estime pas mal. Le RAG, bah ça, je pense que vous connaissez tous, mais vraiment le plus intéressant dans ces modèles qui ont plein de défauts, hein, c'est de leur amener du contexte, de leur amener des tokens, de leur amener une base de connaissances, de leur amener de la documentation. Et donc ça, c'est vraiment le cas le plus probant pour baisser les hallucinations, les rendre plus spécifiques et leur permettre d'interagir avec des outils, mais aussi des informations. Donc c'est le cas de copilote quand vous le connectez à tout votre univers Microsoft et qu'il a accès à vos mails, à vos Teams, à votre SharePoint, etc. Mais c'est le cas aussi des GPT, des GEM dans Gemini, de ce qu'on appelle le RAG, quoi. Donc c'est le fait de générer des choses qui sont augmentées par le fait d'aller récupérer des informations dans une base de connaissances. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent rendre les IA génératives plus probantes, plus spécifiques, plus métiers, plus maison. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui se développe le plus dans les entreprises. Frédéric? Oui, bien sûr. Sur les RAG, ça a été utilisé notamment par exemple sur les rapports du GIEC, à la centrale nucléaire de Bugey pour mettre tout le débat public, pour pouvoir permettre aux citoyens de poser des questions par rapport à ça. Là, aux rencontres nationales des transports publics, on va en sortir un, mais dans un autre cadre, une communauté d'intérêt véhicule automatisé. Mhm, Et est-ce que, là, je lisais ces jours-ci qu'il y avait, alors c'est toujours le problème de l'actualité, mais Claude Pro maintenant serait quasiment capable de faire la même chose, c'est-à-dire plutôt que de prendre chaque document, de le découper en petits morceaux, de le vectoriser, et ensuite de comparer la question à l'ensemble des paragraphes pour voir ceux qui permettent d'y répondre. Est-ce que finalement, alors un notebook LM de Google aujourd'hui a mhm. forcément assez de contexte pour mettre beaucoup de documents, mais est-ce que tu ne vois pas arriver dans quelques temps, ou même relativement rapidement, des outils, donc je prends le Claude Pro sans faire de pub, qui vont permettre d'ingérer un nombre significatif de documents et que ce soit lui qui fasse le détail sans que l'informatique ait un gros travail de découpage, de vectorisation des éléments. Ouais, ouais, non, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le RAG, en ce moment, ça devient une modalité qui est un cas parmi plusieurs cas. Donc, en fait, on peut imaginer, je crois que j'avais une petite slide là-dessus. Attendez, bon, c'est pas là, je vais la retrouver après. Euh, En fait, il y a effectivement, on peut imaginer que le modèle, il aille taper dans une base de connaissances. Mais ce que fait Cloud Skills, là, et qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au lieu de charger des documents et donner des documents, une base de connaissances à un modèle, on lui donne des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on lui décrit en JSON, hein, une manière de faire une chose. Donc, ça peut être, je sais pas, une manière d'utiliser un outil, une manière de comprendre un document, une manière de faire les choses. Ça peut être un mode de raisonnement aussi. Donc, je sais pas, un SWOT ou une analyse ou je sais pas quoi avec un plan particulier. En fait, au lieu de lui déposer des documents, on lui dépose des skills. Donc, ils ont appelé ça des skills parce que c'est assez générique et c'est assez intéressant. Et donc, au lieu de faire un RAG qui va chercher dans des documents, ben, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est un RAG qui va chercher dans des compétences. Et donc, si on imagine que les modèles, ils ont des défauts, des qualités, mais ils sont capables d'aller utiliser des outils, donc Python par exemple, ils sont capables d'aller se connecter à des API, ils sont capables d'aller se connecter à des documents pour faire du RAG, et ils sont capables de se connecter à des compétences, donc d'avoir une bibliothèque, non pas de connaissances, mais de compétences, à ce moment-là, on peut imaginer des cas d'usage et un développement qui est assez différent. Parce que là, pour le coup, il suffirait d'apprendre au modèle à faire quelque chose
de lui donner des documents par ailleurs, et il pourrait faire quelque chose sur des documents. Donc là, on a un degré d'automatisation et des différents types de compétences qui sont quand même assez différentes, quoi. Donc ça, c'est maintenant, hein, effectivement, Claude le fait. Il y avait déjà des gens qui l'avaient fait un petit peu avant, mais eux, ils l'ont mis en production avec un abonnement de base pro de Claude. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on va apprendre à mâcher le boulot d'un modèle, à lui donner des documents, à lui apprendre des compétences qu'il n'a pas et qu'il n'a pas développées pendant son apprentissage, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez limitant pour l'instant, hein. Un modèle qui n'a pas été exposé à un type de raisonnement particulier ou à un type d'information particulier, il est intrinsèquement incapable de le gérer parce que ça n'a pas été appris au moment de son entraînement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est, voilà, dire qu'ils vont pouvoir se connecter à des documents, à des skills, à des API et qu'ils vont avoir une espèce de boîte à outils. Ça peut être des automatisations, ça peut être Python, ça peut être plein d'autres choses. Ça, c'est vrai que ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes, quoi. C'est peut-être d'ailleurs ça qu'il faut, qu'il Ouais, y faut. compris en termes de risque, parce que déjà aujourd'hui, on a vu des avocats ou des compagnies aériennes canadiennes avec des moteurs qui les mettaient un peu en défaut. Ouais. Demain, si on confie tout ce parcours, toutes ces compétences, même si elles ont été bien communiquer, que Mm. ce soit en termes de responsabilité ou d'assurance derrière. Alors, j'en profite parce que il y a deux ou trois points qui sont arrivés. Mm. Est-ce que tu parlais tout à l'heure d'IA générale ou est-ce que tu as une vision sur l'AGI ou pas par rapport au-delà des commentaires que d'autres peuvent faire? Ouais, moi j'ai des convictions sur ce sujet-là. Je suis pas un spécialiste, hein, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que je suis quand même pas mal sur le sujet. Pour moi, on a déjà du mal à définir ce que c'est que l'intelligence. Donc, imaginez qu'on pourrait définir un moment où les machines seraient aussi intelligentes que nous, ça me fait un peu doucement rigoler, hein. C'est pour ça que même juridiquement, dans le deal entre Microsoft et OpenAI, tout se déclenche au moment où OpenAI arrive à l'AGI. Et là, Sam Altman a commencé à changer son discours en disant, mais c'est pas et ça va pas arriver un jour en se levant, tiens, on sera au niveau AGI. C'est en fait un spectre et c'est une gradation et c'est quelque chose qui va arriver progressivement. Donc déjà, ça me semble déjà moins bullshit que ce qu'il racontait avant. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est complètement fantaisiste d'imaginer que une IA, en ajoutant des connaissances et des compétences, comme on vient de se le dire, et des outils, arriverait à quelque chose qui soit du niveau de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, elle est incarnée, elle est émotionnelle, il y a des intentions, il y a une vision du monde, il y a des choses comme ça. Donc pour moi, en fait, là encore, on mélange les torchons et les serviettes. Donc je ne dis pas que les IA vont pas faire des énormes progrès, mais personne ne connaît le chemin scientifique qui pourrait mener à une nouvelle génération de modèles qui serait comparable à de l'intelligence humaine. Donc là, ouais, je pense qu'on est entre le marketing, le bullshit et le fait d'attirer l'attention et les milliards. Mais pour moi, c'est vraiment une espèce de chimère un peu mal définie qui fait le buzz et qui fait que dans la Silicon Valley, en ce moment, il y a un peu les croyants et les non-croyants. Et, euh, et donc, voilà, c'est la boîte à fantasmes pour moi. Donc, pour moi, les GI, c'est vraiment. Enfin, c'est pas très, je trouve pas ça très intéressant. Moi, je préfère la question que tu as posée avant, c'est-à-dire bah, une IA qui a accès à des connaissances et à des compétences. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas prendre des compétences pour faire quelque chose pour lequel elle n'aurait pas été complètement cadrée? À quel moment est-ce que l'humain intervient pour dire bah voilà, cette compétence-là, je la donne à l'IA, mais celle-là, je la donne pas, ou dans quel cadre? Moi, ça m'intéresse beaucoup plus ça, parce que pour moi, les GI, c'est vraiment un gigantesque truc de diversion qui nous empêche de nous concentrer sur les problèmes qui sont là aujourd'hui et maintenant. Et quand un Sam Altman, un Dario Amodei, ou le mec de Google DeepMind disent qu'on arrive à l'AGI en 2027, mais ce chiffre, il sort de, enfin, cette date, elle sort de nulle part. Il y a, enfin, Comme les véhicules autonomes avec Elon voilà, Musk c'est ça. ou Ça Google. n'a aucun sens. Ça dépend de ce qui s'appelle l'intelligence, parce que C'est en ça. fait, dans les êtres humains, la partie physique, la partie physiologique, qui nourrit des émotions, fait partie de l'intelligence, du fonctionnement de l'intelligence. Mm, tout à fait. Enfin, on voit mal les robots peuvent imiter l'émotion, mais peuvent pas l'éprouver pour le moment. Je vois pas comment on peut Non, donner non, je suis d'accord, ouais. les émotions tactiles, les émotions. Il faudrait faire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès pour que le robot ait toutes les fonctions cognitives
Ouais, tout à fait. sensorielles, Mm. Oui, mais sensorielles. est-ce qu'on va pas avoir justement le même principe, notamment, alors parce qu'il y a un autre Suleiman qui nous dit qu'effectivement, il y a des robots Néo à 20 000 dollars, donc ça devient accessible, mais pas à tout le monde, mais et quelque part, aujourd'hui, on peut l'utiliser peut-être pour aider les personnes à prendre des médicaments, vérifier qu'ils ne sont pas tombés. Et donc, ça va aussi poser la question, non plus uniquement sur du domaine, entre guillemets, écrit ou vidéo, mais dans un monde physique. Mhm. Le robot pourrait dépasser ou pas son domaine de fonctionnalité. Et il y a aussi la question que tu évoquée sur les compétences. Alors, il y avait une vidéo entre eux, est-ce que c'est des vraies vidéos ou des fausses vidéos ou des démos, je ne sais jamais, mais d'Amazon où le robot prenait un Mm. œuf, etc. Donc, on est quand même, je trouve, à titre personnel, à un moment quand même assez magique. Mais est-ce que des personnes voyant un robot se diront, ben non, il est humain, je l'aime, et il y aura Bah, quand c'est même déjà le cas. cette Ouais. croyance, cette religion qui va arriver, quoi. Ouais, c'est déjà le cas, parce qu'il y a des cultures, je sais pas, comme au Japon, le shintoïsme, tout ce qui est animisme et tout ça, où il y a déjà eu des mariages avec des robots, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont déjà tombés amoureux d'IA. Donc ouais, ouais, mais ça pour moi, c'est inévitable et et on est cortiqués comme ça, en plus, nous les humains, pour voir de l'altérité dans des choses qui en ont pas, hein. Enfin, moi, quand je regarde les nuages, je vois des têtes de chiens, des formes partout, hein, et en fait, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment... mais ouais, mais Et il y a une autre ouais. question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a la mode, c'est pas forcément le bon terme, pardon, parce que c'est au-delà de la mode, mais de l'IA générative, et de se dire qu'est-ce qu'il y a de l'IA générative, qu'est-ce qu'il y a de l'IA. On avait une question sur Waze, notamment la capacité potentiellement, sur le même parcours, à un moment donné, orienter des voitures vers le parcours A plutôt que le parcours B, etc. Mm. Pour moi, ce n'est pas de l'IA générative. Non, c'en est Demain, pas, non. elle pourrait aider à dialoguer, mais c'est un autre sujet. Dans Mm. son parcours, c'est de l'IA classique, voire même des algorithmes, qui est C'est ça. de voyageur du commerce et à un moment donné de dire bah, finalement, je vais en prendre, je dis n'importe quoi, un sur trois qui va aller à gauche et les deux autres qui vont aller à droite pour éviter de saturer le nouveau parcours, quoi. Mm. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est le mélange des IA. Dans une Tesla, par exemple, il y a du deep learning, il y a des réseaux de neurones, mais il y a aussi, je sais pas, des régressions linéaires, il y a des algorithmes de base, un GPS, effectivement, il y a de l'IA dedans, mais c'est pas de l'IA générative. Donc ça, c'est intéressant, les complémentarités aussi entre les niveaux types d'IA. Et donc on pourrait imaginer qu'après l'IA générative, hein, c'est ce que dit Yann Lequin, c'est pas du tout la fin de l'histoire, l'IA générative. En fait, c'est une phase de transition. Et il y a d'autres types de modèles qui vont arriver parce qu'ils auront été entraînés sur de la vidéo, ils auront une idée des lois de la physique, peut-être qu'ils auront été implantés dans des robots, peut-être on les aura entraînés différemment aussi. Le modèle GEPA de Yann Lequin, c'est un modèle où il y a un world model, il y a aussi un système inhibiteur, hein, comme dans le cerveau. Donc il y a un système 1, un système 2, un système inhibiteur. Donc voilà, on essaye de singer, de simuler la manière dont on fonctionne. Mais de vous à moi, je pense que en fait, c'est cette chimère qu'on a depuis le début de l'IA de dire on veut simuler des fonctions cognitives et arriver à bluffer les humains sur le fait que les IA sont comme les humains. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que moi, je jouerais beaucoup plus la complémentarité, comme c'est le cas par exemple dans l'industrie ou dans d'autres univers où en fait on cherche des choses qui complètent et substituent pas et on n'est pas, on n'a pas vocation à remplacer un radiologue. On peut mettre un modèle d'IA qui va aider le radiologue à avoir 1 million d'expériences sur des images, quoi. Mais là encore, on est sur des trucs un peu fantasmatiques, un peu mythologiques. Et c'est vrai que pour moi, ça fait beaucoup de diversion, quoi. Puis ça attire beaucoup l'attention sur ces grandes firmes-là, qui ont complètement privatisé la recherche fondamentale sur ces choses-là. Et ça me préoccupe beaucoup plus que ce soit une poignée de gens au niveau mondial qui a accès à tout ça, plutôt que la recherche publique et l'open source. Bah, mais ouais, on, euh, on se prépare à des années sympas, ouais. Je voulais vous partager des choses sur les cas d'usage, mais après, s'il y a des questions et des interactions, c'est aussi intéressant que ce qu'on est en train de faire, hein. Donc, moi, en tout cas, le fait que je travaille depuis une trentaine d'années auprès des ONG, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'IA responsable et faire de l'IA responsable pour faire des trucs responsables. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose tiens, j'enverrai les slides, hein, bien entendu, hein, vous les aurez. Ici, il y a, Nicolas, là, le GitHub dans lequel il y a tous les systèmes prompts de tous les modèles qui ont fuité ou ont été. Voilà, donc ils y sont tous là. Donc ça, c'est assez rigolo de voir comment les constructeurs programment en fait leur propre modèle et comment ils leur parlent aussi, hein. Donc ils leur disent pas s'il te plaît et merci, etc., hein. C'est très, très directif. Euh,
Donc sur l'IA responsable, ouais, désolé, c'est un peu déstructuré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conditions de production des IA actuelles, quelles sont leurs conditions d'utilisation et dans quelle mesure un professionnel et un citoyen peut utiliser ces IA de manière consciente et en responsabilité, et surtout comment on peut faire en sorte de pousser des cas d'usage qui ne sont pas forcément des cas d'usage pour faire encore plus de business, encore plus de pollution, encore plus de trucs, mais encore plus de choses qui sont intéressantes pour les objectifs de développement durable et pour autre chose. Donc c'est vrai que la sensibilisation aux petites mains de l'IA, à l'impact écologique de l'IA aussi, aux bonnes pratiques, à la frugalité, à la sobriété. Ça, c'est vrai que moi, ça m'occupe beaucoup et ça m'intéresse beaucoup parce que les gens sont soit... dans la littérature scientifique, on voit que moins les gens sont informés sur la manière dont fonctionne l'IA, plus ils ont vocation à faire confiance à l'IA et à la doter de compétences et d'une intelligence qu'elle n'a pas. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que le niveau d'acculturation influe directement sur l'usage et sur la conception qu'on a de l'IA. Dire comment ça marche, dire quelles sont les limites de ces modèles, dire comment ils sont fabriqués, quels sont les impacts qu'ils ont sur le monde, hein, parce que c'est pas, quand j'entends, moi, dans une conférence, l'IA, c'est juste un outil et on peut faire des trucs bien avec un outil ou on peut faire des trucs pas bien. L'IA, c'est pas un outil. Je sais pas, on dit aussi, bah, c'est comme une voiture, ou je sais pas, comme la voiture, c'est pas juste la voiture, c'est tout le schéma autoroutier, toutes les pompes à essence, toute l'industrie qui va derrière les voitures. Il y a un chemin de dépendance. Et l'IA, c'est pas juste un outil, c'est pas un nouveau marteau, quoi. C'est quelque chose qui draine des centaines de milliards d'investissements, qui va aller taper dans le sous-sol pour avoir des terres rares et des métaux, qui va nous obliger à faire des choix entre est-ce qu'on met du lithium pour faire, je sais pas, des véhicules électriques ou des data centers pour que les gens puissent faire des photos de chats dans le métavers. Donc il y a une vision du monde, il y a une vision de société derrière. Donc c'est des choses qui sont voilà, très importantes de fixer en contexte et d'avoir des éléments aussi en conscience, que c'est pas juste une histoire de CO2, il y a aussi le stress hydrique autour des data centers, hein. Donc il y a des jours à Taïwan où en fait la population est sommée de ne pas utiliser les robinets parce qu'on a besoin des robinets pour refroidir les data centers. Donc ce genre de conflit d'usage, ça va se développer de plus en plus, quoi. Et la communication des constructeurs de modèles sur l'impact écologique de leurs modèles, hein, c'est vraiment des chefs-d'œuvre de communication et de politiquement correct, hein, parce qu'ils vous comparent ça avec des minutes de micro-ondes et une ampoule de 10 watts. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est non seulement l'effet rebond, mais surtout 5 milliards de prompts par jour, c'est une consommation énergétique hallucinante. Et en plus, plus il y aura de l'IA partout, plus on va être obligé de changer tous nos matériels. Parce qu'il y a un certain nombre de constructeurs qui vont vouloir déporter le calcul un petit peu en local. Et c'est le cas d'Apple, hein, par exemple, qui voudrait que les modèles soient suffisamment prunisé et compressé pour pouvoir tourner en local sur un iPhone ou sur un laptop. Et à ce moment-là, ça voudra dire que la totalité du parc informatique est obsolète et on sait très bien que 80% de l'impact écologique du numérique, c'est au moment de la construction du matériel. C'est pas au moment de l'inférence ou de l'usage, quoi. Donc c'est ça. L'impact écologique, c'est quelque chose de très très préoccupant. Et c'est vrai qu'on passe pour un rabat-joie quand on dit que ChatGPT ça pollue. Mais mais en fait, c'est vraiment très. Ça, c'est une petite slide que j'aime bien montrer sur les comparaisons des différents impacts, hein, que ce soit en carbone ou en eau, entre une requête sur ChatGPT, une requête sur un moteur de recherche, une vidéo ou une image sur l'IA, une heure de Netflix, une heure de cloud gaming, un email avec des pièces jointes ou sans pièces jointes, et puis bien sûr le bon vieux steak de bœuf ou 100 km en avion ou en voiture. Les ordres de grandeur, il faut qu'on apprenne à avoir ces ordres de grandeur-là. Et à voir en fait que s'il y a de l'IA générative partout, en fait, ça nous amène à une planète et à une société qui est un petit peu différente de celle qu'on a maintenant. Et tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il y aura des LLM africains? En fait, c'est mal barré pour des raisons de données d'entraînement, de serveurs, mais aussi parce que la plupart des sociétés qui drivent les projets sur l'IA, en fait, l'Afrique ne les intéresse pas du tout comme type de marché. Donc il n'y aura pas de LLM africain, ou peut-être peut-être open source. Donc ça, c'est vrai que c'est moi une grosse partie de ma vie professionnelle, c'est d'aider les ONG. Enfin, moi, j'ai formé Greenpeace, Amnesty International, toutes ces grandes ONG. En fait, elles se disent, mais l'IA générative, je suis sûr que ça peut nous servir à faire des choses intéressantes pour aller trouver des bénévoles,
trouver de l'argent, améliorer nos programmes, faire plein de choses géniales, mais elles ne savent pas comment intégrer ça dans leur ADN, dans leur roadmap éthique, comment valider ça en accord avec leurs propres principes. Donc, moi, j'ai passé 5 jours à former les gens chez Greenpeace à l'IA générative. C'est de la dissonance cognitive pendant 5 jours. Parce qu'en fait, les gens qui collectent des fonds chez Greenpeace ont besoin de faire des contenus avec l'IA générative et je sais pas, d'avoir des outils qui sont plus efficaces, d'augmenter leur productivité, mais ils sont vraiment en dissonance cognitive complète, quoi. C'est vraiment très, très, très schizophrénique, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur les prédictions. Et pourtant, moi, je pense que c'est une question de choix, enfin, à chaque fois, en fait. De toute façon, il y a toujours un chemin où on peut prendre à droite et à gauche, mais chaque modèle d'IA peut être fait pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc ça, c'est le biais de langue qu'il y a dans la plupart des modèles, hein. Ils sont très anglo-saxons, ils sont en fait très performants sur une dizaine de langues, et après, ça devient une catastrophe pour toutes les autres langues. Mais il y a d'autres modèles qui sont entraînés spécifiquement pour être paritaires en termes de langue, et qui font de la génération en espéranto, en basque, en breton. Donc en fait, ça dépend vraiment du modèle et du cas d'usage. Donc on peut aller sur Hugging Face et trouver un modèle qui parle aussi bien swahili que breton. On n'est pas obligé de demander ça à ChatGPT. Et plus on demande des choses à ChatGPT, plus les modèles ont vocation à être énormes et donc à être très consommateurs. Donc les Small Language Models, hein, les SLM, c'est pour moi et des modèles qui sont tâche par tâche et pas des modèles généralistes. C'est quelque chose qui pourrait être un compromis entre innovation et déploiement de l'IA et frugalité, usage spécifique. Mais un modèle pour les gouverner tous, comme dans Le Seigneur des Anneaux, qui sait tout faire et qui est à la fois médecin, actuaire, sociologue, graphiste et compagnie, c'est vrai que c'est une course au gigantisme qui est très important, quoi. Pareil pour la cybersécurité. Les attaquants utilisent de plus en plus l'IA générative, mais on a des modèles à raisonnement, hein. C'était O3 en l'occurrence, mais je pense qu'il y en a eu depuis, qui a trouvé une faille dans le noyau de Linux, et qui était une faille 0 day, donc une faille que personne n'avait trouvée avant. Donc là encore, on a voilà, le pharmacone, là, comme disait Stigler, quoi. C'est à la fois le remède et le poison, quoi. Sur l'accessibilité numérique et le handicap, c'est pareil. Les modèles sont très biaisés et en même temps, ils fournissent des solutions très fortes pour permettre d'avoir un numérique qui est plus accessible avec les alternatives textuelles, la transcription, le fait de transformer les vidéos en images, en sons. Ça, c'est bien. Pareil pour les biais. Tout le monde n'arrête pas de dire oui, l'IA, c'est biaisé, etc. Bien sûr que c'est biaisé. Mais moi, je connais autre chose qui est biaisé, ça s'appelle les humains. Les humains, ils sont ultra biaisés aussi. Et donc ça, c'est peut-être pas la peine là encore, de dire les IA sont biaisées sans se poser la question du fait que les IA sont biaisées parce que les données d'entraînement sont biaisées. Et cette chercheuse d'Harvard, là, son bouquin n'est pas encore traduit, elle a trouvé une vingtaine de cas d'usage que personnellement je connaissais pas, de gens qui utilisent des modèles d'IA pour aller traquer les biais et les discriminations, qui détectent des écarts de salaire hommes-femmes, qui vont trouver euh, des biais dans des algorithmes pour pouvoir les corriger parce qu'ils donnent des prestations sociales de manière discriminatoire. Donc là encore, c'est pas l'IA qui est discriminante, c'est le monde dans lequel on est qui est biaisé, et on peut utiliser l'IA aussi pour débiaiser et dédiscriminer notre monde. C'est juste une question de cas d'usage, quoi. Pareil pour les maladies mentales qui sont liées à l'IA, là. Tout le monde nous parle beaucoup des suicides, de l'impact sur les enfants, les adolescents, des gens qui tombent amoureux des IA, qui préfèrent parler à des IA plutôt qu'à des humains. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement préoccupantes. Mais si ça doit servir à dire, bon, bah, en fait, il faut interdire les IA aux enfants, il faut pas que les IA soient psy, etc. Il y a énormément de cas d'usage où les IA peuvent permettre de démocratiser du coaching, de la thérapie de niveau 1 à des gens qui n'ont pas accès du tout à des psys à 150 euros la séance, etc. Donc il y a des choses très positives. Il y a des cas d'usage en prévention du suicide, en lutte contre l'isolement et la solitude qui sont hyper intéressantes. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Euh, Pareil pour l'américanisation, là on en a parlé un petit peu, mais le plus gros contributeur de modèles d'IA open source au niveau mondial, hein, c'est Meta. Et donc voilà, Meta, c'est une boîte américaine, on peut dire ce qu'on veut, et, euh, et la marketplace de tous les modèles open source au niveau mondial, elle a été montée par des Français, c'est Hugging Face, mais elle est enregistrée aux États-Unis. Et donc c'est pas les Américains contre les Chinois, contre les Européens, en fait. C'est plutôt la gouvernance, la régulation, la transparence, l'open source, quelle que soit sa nationalité.
quelque part. Il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui utilisent DeepSeek ou Qwen, qui sont deux modèles chinois, qui ont été entraînés par des, des petites mains chinoises payées je ne sais pas combien, voilà, qui ont été faits dans des conditions peut-être qui ne seraient pas euh, enfin, je sais pas, qui les ferait peut-être frémir, mais ces modèles comme Qwen ou DeepSeek, ils sont plus frugaux, ils marchent aussi bien, voire mieux, ils sont moins chers, ils sont moins consommateurs en termes de carbone. Donc là encore, la lecture géopolitique de l'IA, elle est intéressante jusqu'à une certaine limite. C'est pas, ouais. Enfin, on peut l'instrumentaliser aussi pour ça, quoi. Excuse-moi, est-ce qu'il y a quand même pas un risque avec les tensions géopolitiques actuelles d'avoir d'un côté les Américains, dont le président, qui veulent supprimer ou des fois rouvrir ou supprimer l'accès aux puces Nvidia, de l'autre côté les Chinois qui se disent bah, finalement, moi, comme je ne vais pas me dépendre de ça, je vais prendre des puces Huawei ou autres, ou maison, même s'ils sont un peu moins performantes, mais je vais y arriver quand même. Est-ce que ça va être plus compliqué pour des Européens d'être finalement, j'ai pas de modèle local. Et même chose pour des continents africains, hein. C'est pas que européen centrique. Et donc, on sera quand même pris entre deux feux, sauf à faire nous-mêmes notre troisième plaque avec des propres modèles. Mais aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin, quoi. On l'a pas fait sur le cloud, on l'a pas fait sur d'autres. Sauf Ouais, avec, sauf à se dire que sur l'IA, on pourrait avoir, comment dire, un sursaut, au même titre qu'avec la guerre à nos portes, et tu viens de la défense, mais donc te dire, bah, finalement, il y a peut-être des choses à faire, mais je ne sais pas. Et il y avait une remarque dans le chat de quelqu'un qui posait la question de Mistral AI. mm, À titre personnel, pour moi, même si c'est à l'origine une boîte européenne, il y a quand même eu des sous de Microsoft. D'autre part, comme tu le disais, avec toutes les qualités de Mistral, c'est quand même une entreprise qui aujourd'hui fait son modèle économique et c'est pas une critique, sur les entreprises pour optimiser des modèles pour les entreprises. Et donc, on n'est pas dans le même logique de grand public que peuvent proposer, même si certains sont payants, bien sûr, avec des versions plus efficaces ChatGPT, Claude ou autre, quoi. mm, mm. Non, il y a plein de trucs dans ta remarque sur les différentes couches là, de l'infrastructure de l'IA. Moi, je pense que c'est mort sur la partie puce. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois personne susceptible de pouvoir attraper Nvidia ou je sais pas, ou Google qui a ses propres puces, là, les TPU. Donc en fait, géopolitiquement, pour moi, la bataille elle est perdue. Il faut peut-être mieux utiliser des puces américaines que des puces chinoises, même si nos amis américains nous espionnent aussi et parfois jouent contre nous. Mais je veux dire, entre la peste et le choléra, enfin moi je crois pas du tout qu'on pourra faire une infrastructure en Europe qui soit susceptible de faire des puces, hein. Et même si on a ASML aux Pays-Bas et qui rentre au capital de Mistral, sur la partie cloud, c'est la même chose. Je veux dire, on se raconte des choses à se dire qu'un jour, on va avoir un cloud européen souverain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, le Secnum Cloud, ce sont des clouds américains avec une surcouche de Thales ou d'Orange ou de je sais pas quoi. Et pour le coup, le RGPD et les Act, en fait, il va s'imposer à ces acteurs-là. Donc moi, je pense que par la régulation, par certains types de partenariats. Et effectivement, tu as raison, il y a du capital non européen dans Mistral, mais c'est une boîte qui continue à être dirigée par des Français en France. Qui ont la main sur les choses. Microsoft est rentré au capital, mais c'est vrai aussi d'Amazon et de Google, hein, c'était des partenariats de distribution. Et c'est bien qu'on ait Mistral sur le cloud de Google et qu'on est sur Azure et qu'on est sur Amazon Web Services aussi. Donc Mistral n'est pas une boîte détenue par Microsoft ou qui appartient aux Américains. Par contre, effectivement, là, son actionnaire de référence, bah, ça va être ASML, hein, donc une boîte effectivement néerlandaise qui construit, voilà, qui fait du gravage de puces, là. Enfin, la chaîne de valeur, c'est ASML, TSMC et puis Nvidia. Donc, la chaîne de valeur, on la récupérera pas. En revanche, par la régulation, par les usages, par le fait de capturer de la valeur aussi sur la partie grand public, mais Mistral n'a pas les moyens de faire des mises à jour de son modèle tous les 12 mois comme ChatGPT. Enfin, je veux dire, la levée on nous a présentée comme spectaculaire de Mistral, c'est même pas un mois de trésor de ChatGPT. Donc il y a un moment, tu vois, il y a deux poids, deux mesures, quoi. Mais là encore, je pense que la solution, elle est dans la régulation, elle est dans la transparence et elle est dans l'open source. Parce que si on prend
des modèles, et il y a de l'open source maintenant aussi chez OpenAI. Et il y en a aussi chez Meta, et il y en a aussi partout. Donc si la surcouche sur des modèles open source, elle est souveraine, il ne faut pas dire ça, parce qu'effectivement, si les matériels ne sont pas souverains, bah, on n'a pas une IA souveraine. Mais ce qu'ils appellent l'IA digne de confiance, ou l'IA de confiance, c'est une IA qui n'est pas forcément souveraine, mais qui est dans un cadre hardware, software et de régulation maîtrisé à la main, en fait, de certains pays. Et donc, on peut imaginer que des modèles open source, centralisés ou décentralisés, hein, parce que c'est surtout ça le problème, soient, on va dire, régionalisé, décentralisé, nationalisé et pourquoi pas fine-tuné pour être africain, français, etc. Mais Mistral n'aura jamais les moyens de faire une concurrence grand public à ChatGPT. Donc ça va faire comme les moteurs de recherche. Le moteur de recherche, c'est Google et l'IA générative grand public, c'est ChatGPT. Ça, je ne crois pas qu'il faille se battre à ce niveau-là, quoi. Mais avec quand même une difficulté pour lutter contre la réglementation américaine. Là, tu le disais toi-même, le parapluie qui a été mis par Thales, Orange, etc. sur le cloud ne nous protège quand même pas vraiment de l'IA, de l'acte Du américain. Cloud Act, ouais, ouais, ouais. Mais après, moi, je trouve que c'est des. Je sais que Trump est ingérable, incontrôlable et tout ça, et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais je veux dire, voilà, Trump, il est obligé aussi de négocier avec les Chinois, enfin, il est obligé de négocier avec les Européens, enfin, il peut pas faire tout seul et contre tout le monde. Et on vit dans un monde qui est quand même très mondialisé, où les dettes sont détenues par des pays. Donc, chacun a des armes et des leviers, mais je veux dire, je vois pas Trump, comme ça a été évoqué par Luc Julia là, dans un podcast, faire comme la panne de AWS là, qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a mis en difficulté pas mal de gens. Je ne vois pas Trump appeler AWS, Google et Azure en disant, bon, bah les gars, vous me coupez les clouds des Européens, là, dans 10 minutes, je veux qu'ils soient complètement par terre. Je veux dire, c'est pas possible. Euh, Microsoft a pris des engagements pour avoir des serveurs domiciliés en Europe, dont une partie des clés ne sont même pas détenues par Microsoft pour prouver leur bonne foi du fait que le business de Microsoft sera florissant en Europe, parce qu'il y a des enjeux de business aussi. Et Trump, tout le monde le présente comme un dictateur complètement irrationnel, ce qui est peut-être le cas, mais c'est aussi un businessman. Et donc, il ne fera pas des choses qui sont complètement contre un intérêt. Donc, bon, je sais que je réponds un peu à côté de la plaque, mais c'est un truc de nuance, c'est un truc de... Tout est très multifactoriel. Enfin, il n'y a pas de bon et de méchant. Et j'ai envie de dire, en Europe non plus, hein. Enfin, je veux dire, on a aussi nos... Et la réglementation européenne, l'IA Act, etc., Mhm. ça te paraît euh, une bonne solution, pas trop restrictive, pas trop aller dans les valeurs de responsabilité d'IA responsable. Ouais, ouais, bah une approche par les risques, déjà, c'est vachement bien. Et on est copié dans le monde entier sur les high Act, comme on l'a été avec le RGPD, hein, donc en Californie, ailleurs, à New York ou dans d'autres pays. Mais déjà, les high Act un peu dur qui avait été commencé au début, il s'est quand même considérablement ramolli, hein, et la nouvelle Commission européenne, elle est quand même un peu plus pro-compétitivité, pro-innovation et un peu moins régulation que c'était le cas avec Thierry Breton et les autres. Donc, euh, mais c'est un cadre qui est quand même un cadre qui est intéressant, parce que c'est pas innovation ou régulation, en fait, c'est toujours un mix des deux. Et l'approche par les risques, elle est intéressante. Après, ce qui va se passer comme la CSRD et le reste, où en fait les gens vont dire, voilà, c'est trop compliqué, là c'est la course aux armements et on va se faire dépasser, donc on arrête les barrières, je pense pas. Mais, euh, mais bon, là encore, les high Act, avant qu'ils concernent la TPE, la PME de base, etc., c'est à partir du 2 août 2026, mais une approche par les risques, c'est toujours une bonne approche. Après, le principe de précaution, voilà, on en pense ce qu'on veut. C'est sûr que c'est pas très soluble dans l'innovation et que les Américains et les Chinois se donnent pas forcément autant de scrupules. Mais voilà, l'avenir dure longtemps aussi. Là, on a l'impression que les trains passent et qu'on est en train de rater les trains. Moi, je rappelle que les technologies, elles mettent des dizaines d'années à se déployer, qu'il y a un pic de la hype là en ce moment, mais qu'il va y avoir une retombée un peu sur le plancher des vaches, parce que en fait, les cas d'usage, il n'y en a pas tant que ça. C'est une techno qui est ultra chère, ultra consommatrice, ultra impactante, l'IA générative, donc c'est pas la panacée non plus. Donc voilà, moi je dirais, il faut
rester cool, s'intéresser aux choses et essayer de ne pas être complètement dépassé. Mais moi, je crois pas. Enfin, la logique de la course là aux armements et des milliards qui s'ajoutent aux milliards, de la bulle spéculative. On va peut-être avoir une réduction des taux de la Fed là encore dans pas longtemps. Il va y avoir une correction de tout ça parce que les cas d'usage sont pas là et même les gens qui mettent des centaines de milliards pour faire des data centers, ils disent que le rendement est pas là. Donc, est-ce qu'on surproduit des capacités qui vont pas être utilisées? Enfin voilà, moi je pense qu'il Ouais, faut raison garder. il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Un, bon, il y aura peut-être un krach boursier, une explosion de la bulle, mais combien de temps est-ce que ça ne remontera pas derrière? Et enfin, pour moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est la friction. C'est qu'il y a le côté humain, et c'est pas parce que j'ai un super outil qu'il n'y aura pas un frein par les utilisateurs. Ils disent, je n'ai pas envie de me faire bouffer par mon boulot, par la machine, donc je ferai tout pour que ça ne marche pas. Ou bien au contraire, bah, un processus, c'est humain, donc c'est pas parfait et c'est pas automatique de bout en bout. Donc il y a cette intégration entre, est-ce que tu parlais aussi, cette logique de co-intelligence homme-machine, même si on Mm, essaie de le faire bien, c'est pas toujours évident. Donc je trouve qu'avec cette friction, c'est un peu comme l'arrivée, y compris des grooms, la disparition des grooms dans les ascenseurs, ça a mis des dizaines d'années. En tout à revanche, fait. d'ici 10, 15, 20 ans, après je ne suis pas devin, hein, est-ce que ça va quand même pas venir? Et parce que je trouve que par rapport à Internet, il y a quand même une capacité, alors je ne sais pas si c'est le terme est le bon, multiplicative. Je suis quand même, à titre perso hein, encore, scotché par la capacité de l'IA à m'aider dans ce que je fais. Et là encore, Ouais. c'est un individu, c'est pas un processus, c'est pas du collectif, donc c'est un peu différent. Et il y a aussi l'agentique qui va arriver que tu évoquais. Mm. Donc, Mais là encore, c'est la loi d'Amara, tu sais, en fait, on sous-estime les effets à long terme, on surestime les effets à court terme, on pense que les choses vont aller plus rapidement qu'elles ne vont d'habitude. Et en fait, prédire, c'est très compliqué, surtout quand ça concerne l'avenir, comme disait Pierre Dac, tu vois. Et en fait, je pense qu'on n'imagine pas les impacts qu'il va y avoir. Il va y en avoir, et ça va être effectivement fort, hein, économiquement, sur les compétences et tout. Mais je crois on ne voit pas, pour plein de raisons, hein. C'est le problème de la prospective, c'est qu'on fait de la prospective par rapport au rétroviseur, quoi, de ce qu'on sait qu'il est capable d'arriver et tout ça. Et là, je veux dire, je vois pas qui est capable de dire quels sont les impacts sur les emplois. Sur l'environnement, par contre, on le sait, hein. Ça, on sait que le chemin critique, il est intenable. Donc ça, déjà, on pourrait s'intéresser à ça. Mais alors, pour tout le reste, j'avoue que qu'est-ce que ça va créer cognitivement, socialement, dans les démocraties, pour les médias. Enfin, on l'a vu avec les réseaux sociaux, hein. On n'avait pas imaginé qu'il se passerait des choses sur les adolescents, les jeunes filles, sur des choses sur la démocratie, sur la propagande, sur la polarisation, les fake news. C'était pas forcément des choses qui étaient anticipées quand c'était la bulle de tous les réseaux sociaux. Donc là encore, moi je pense qu'il faut rester hyper vigilant, mais il faut pas ouais. insulter. Mais d'un autre côté, il y a aussi tous les côtés positifs que tu évoques qui sont Tout souvent à sous fait, le radar, hein, qui sont tout à fait. moins sexy parce que les problèmes sont toujours plus vendeurs que les C'est côtés ça. positifs. Et aussi typiquement sur la frugalité, au-delà du côté technique, est-ce qu'il n'y a pas cette logique d'éducation, sans être condescendant, pour se dire ben, comment finalement, à quel moment j'arrête d'utiliser ChatGPT ou Perplexity, j'ai pas de, pour faire mes requêtes et je reviens à, entre guillemets, bon vieux moteur de recherche ou même un dictionnaire papier, parce que je n'ai pas forcément besoin de cet outil, de cette puissance pour... c'est Mm. overkill, quoi. Ouais, ouais, mais ça, moi, j'y crois pas parce qu'effectivement, l'usage est tellement puissant et puis tout est fait. Enfin, je veux dire, là, ChatGPT a sorti un navigateur, donc tu vois très bien où ils vont aller. En fait, ils vont vouloir qu'on navigue sur le web avec ChatGPT sur notre épaule et ça va être super fluide et on va pouvoir dire à ChatGPT, va me mettre ça dans mon panier, fais ça. L'agentique, ça va amener, je veux dire, on est quand même assez corruptible hein, sur la partie facilité et feignantise. Et c'est irrésistible. Je veux dire, le chemin écologique pour ça et la société qui va aller avec ça, on n'imagine pas. Mais je vois pas, enfin, personne ne retournera avec des cartes Michelin et puis avec des IBM à boules à envoyer des fax et tout ça. Je veux dire, le truc, le coup, il est Ah, déjà parti. sauf, enfin, quand même, par exemple, il y a un problème de l'eau.
Alors, Oui, oui, non, sauf là, contrainte on physique, parle de bien sûr. l'IA, mais il y a également blockchain avec les paiements numériques qui ont l'air de se développer là. Mm. Ça a attendu un petit peu la DeFi, mais ça a l'air d'être en train de démarrer. Et d'une certaine façon, il y aura une forte sorte de compétition pour les data centers pour savoir qu'est-ce qui est le plus rémunérateur finalement. Mm. Et tout ça, ça va quand même être des décisions prises sur des considérations financières, Ouais, ouais, financière ou de contrainte physique, hein, t'as raison. Hein. de S'il n'y a contraintes pas, physiques. s'il y a pas assez de Parce que cuivre, il faudra bien choisir. je trouve qu'on ne parle pas assez de cette... Mm. bien sûr, ça brûle la planète, mais avant même de la brûler, je pense qu'on va manquer d'eau. Ouais, ouais, bah, il y a un super rapport du Shift Project hein, sur l'IA que je conseille à tout le monde. Hein. Là, ils ont vraiment bien fait leur boulot. Bon, c'est le Shift Project, hein, on peut être fan ou pas fan, mais je veux dire, c'est des gens qui savent faire des calculs et qui savent faire des scénarios. Et celui sur l'IA, là, qui est vraiment la troisième partie, il est vraiment assez intéressant sur effectivement l'impact carbone, l'impact sur les métaux, l'extraction, l'eau, enfin voilà, tout le chemin de dépendance qui va avec l'IA, quoi. Ça, c'est hyper intéressant de se poser la question. Et l'eau, bon, bah, les limites planétaires, voilà, on en est. Elles sont quasiment toutes dépassées. Là, il n'en reste plus que, je sais pas, deux ou trois. Mais l'eau, ouais, ouais, l'eau douce, quoi. Parce qu'en plus, ça devient une eau grise. Mm. Et là, tous, ils sont partis en mode fusion nucléaire et nucléaire à fond pour alimenter les data centers. Mais c'est vrai que si tout le monde se dit qu'il faut des data centers pour faire tourner ChatGPT plus vite, parce on veut pouvoir créer des photos de chats dans le métro en 4G ou en 8G, bah, c'est sûr que il va y avoir ça va bloquer, il va y avoir un petit problème, quoi. Mais n'oublions pas, Nicolas a raison, hein, les cas d'usage for good aussi, hein. Il y en a plein, hein. Tu parlais de Climate QA, là, le chat GPT du GIEC. Il y a pas, il y a plein de modèles de médecine qui utilisent l'IA générative. Voilà. La, la dernière antibiotique qu'on ait trouvée depuis 90 ans, elle a été trouvée par un modèle de type génératif et elle s'attaque au staphylocoque doré, quoi. On trouve des nouveaux matériaux. En éducation, moi je fais de la formation. C'est- Nous, on a des tuteurs IA. On peut imaginer que chaque apprenant pourrait avoir un mentor qui fasse de l'ancrage mémoriel et qui lui permette de progresser. Enfin, il y a des choses complètement incroyables. Mais si on est obligé de Ah, choisir oui. entre déployer ça ou faire plus de photos de chat dans le métavers, c'est vrai que ça va être chiant. Ben, justement, sur la formation, comment tu vois l'évolution, au-delà d'avoir des classes à 30 ou 60 est-ce que tu vois l'IA aider, alors, aussi bien sur des formations universitaires ou d'actuaires, comment tu vois cet apport cette, de l'IA avec la formation? Bah, déjà, il y a un choc qui est un peu l'équivalent en pire hein, de ce qui s'est passé avec Wikipédia, c'est que l'IA nous oblige à repenser tout le système d'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus évaluer les modalités pédagogiques d'acquisition des compétences et du savoir de la même façon maintenant que ChatGPT produit du code, fait des dissertes, etc. Et donc ça remet en cause une grosse partie du système qui était déjà bien remis en cause par plein de choses, hein. Donc, nous, à Saint-Pon, on a changé toutes nos modalités d'évaluation. On est passé sur de la métacognition, on est passé sur du réflexif, on est passé sur de la présentation orale, on est passé sur de montre-moi le prompt que tu as utilisé pour faire le truc que je t'avais demandé plutôt que montre-moi le truc que je t'avais demandé. Ça oblige à repenser tout ça. Donc, ça, pour moi, déjà, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est qu'on a été un peu négatif là ce soir, mais bon, c'était un peu le jeu aussi. Mais je veux dire, c'est la première fois qu'on a un outil dont le mode d'emploi, c'est l'outil lui-même, qui soit en langage naturel, multilingue, multimodal, et qui nous permette d'accéder en parlant ou en écrivant, et pas forcément dans une langue de Shakespeare ou je sais pas quoi, à toute la connaissance du monde et bientôt à toutes les skills et à tous les outils du monde. C'est vraiment un truc incroyable en termes de connaissances, quoi. C'est Wikipédia plus, plus YouTube, plus tous les MOOC de la Terre, plus que tout ce que tu veux, accessible dans ta poche, à la voix, en swahili, en breton, en je sais pas quoi, quelque part. C'est hallucinant. Donc ça va forcément, comme l'écriture ou comme d'autres choses, complètement recomposer bah, la hiérarchie des pouvoirs, qui a accès à quoi. Je veux dire, moi, c'est ça qui me flingue le plus, c'est que le GPT-5, la dernière version de chez GPT, il y a peut-être une version de GPT-6 chez OpenAI auquel j'ai pas accès. Mais moi, j'ai accès, comme toi, au meilleur modèle du monde. Bill Gates, il n'a pas un meilleur chat GPT que moi, tu vois, il a le même. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et donc,
ça va, je pense, tout changer en termes d'éducation. Qu'est-ce que c'est que la compétence? Comment on la certifie? Comment on l'évalue? Euh, Comment tu recomposes cette frontière entre ce que l'humain doit savoir faire et ce qu'il est capable de déléguer avec esprit critique à des machines? Ça va recomposer et réinterroger la totalité du savoir et de l'organisation humaine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je trouve Et que ça, malheureusement, on n'en parle pas. on approche de la fin et en tout cas, c'est inspirant aussi pour la suite parce qu'il y a plein de choses belles à faire et puis à adapter. Mais vas-y, continue, hein, c'est Non, pas... non, 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 je voulais juste finir sur ces deux slides-là. Souvent, je finis. Vous savez, les geeks, ils disent souvent que quand il y a un problème, le problème, il est toujours entre la chaise et le clavier. C'est nous le problème, c'est l'utilisateur. Et là, je trouve qu'avec l'IA, on est sur un autre paradigme, en fait. Je pense que là, c'est plutôt, voilà. Je pense que la seule vraie intelligence qui va rester, au sens de l'intelligence, ça va être nous. C'est-à-dire que la compétence, la connaissance, l'efficacité, les outils, certaines facultés, enfin, on va complètement être dépassé par plein de trucs, mais par contre, ce qui caractérise l'intelligence, hein, Florence le disait, le côté holistique, éthique, émotionnel, ça par contre, c'est vraiment là-dessus qu'il faut capitaliser. C'est un peu tarte à la crème de dire ça, hein, mais les modèles qu'on a en face de nous et ceux qui vont arriver, ça restera des modèles. Et vous savez très bien, vous les actuaires, qu'un modèle, c'est une équation mathématique où mets un truc en entrée et il sort un truc en sortie. Les humains, c'est pas ça. On n'est pas juste un modèle. Moi, j'en peux Alors, plus. ouais, c'est intéressant parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le artificial intelligence au sens traitement de l'information, où c'est très bien pour les machines, anglais ou américains, mais revenir à la notion de natural intelligence, ou intelligence humaine. Et c'est bien l'articulation entre cette intelligence au sens américain technique de la machine et l'intelligence à la française humaine, quoi. C'est cool. Ouais, mais je pense qu'on a toujours fait que ça avec tous les artefacts, avec nos vêtements, avec le silex, avec la roue, avec tout ça. On s'est toujours articulé symbiotiquement avec des artefacts. Et là, c'est des artefacts nouvelle génération, mais c'est la même chose. Mais il faut qu'on garde la main et puis qu'on reste dans l'humanité. Faudrait pas que l'IA nous transforme en machine. Moi, ma femme me dit, tu passes tellement de temps à discuter avec des IA que tu as de moins en moins de patience avec les humains. Donc ça m'allume un petit truc dans la tête qui me dit, oula, faut faire attention. Ouais. Mais en tout cas, merci. C'était un peu brouillon, mais j'espère que, voilà, que vous C'était avez pas pris. du tout brouillon, c'était extrêmement intéressant et puis on pourrait continuer, Ah, hein, c'est sûr. notamment sur cette inversion cognitive qui fait que euh, on arrive au résultat avant de connaître les données et le résultat, enfin, je te trouve très optimiste sur la connaissance parce que justement le gros problème c'est qu'est-ce que la connaissance? Si c'est le résultat, d'accord, ça marche. Mais la connaissance, c'est le C'est le chemin. chemin. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est ça qui, malheureusement, tu parles de l'éducation. Je crois que c'est la difficulté, c'est que c'est très important que ça soit dit à des enfants, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Or, le problème, c'est que les adultes ont eux-mêmes à apprendre plein de choses parce ils ont une révolution à faire, cognitive. Et donc, on ne peut pas demander aux enseignants actuels de faire cette révolution qui va leur permettre de transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas, puisqu'il faut qu'eux-mêmes se transforment. C'est Mais c'est- ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça, je pense. pas à Oh ce ouais. point-là. Ouais, je pense. Ouais. Là, ça va vite. C'est bien, c'est bien. Terminer sur une note très optimiste, n'est-ce pas, Nicolas? Ça nous plaît hein, quand même. Merci. Bravo encore. Non, non, Merci, merci à merci vous. Ouais. beaucoup, Frédéric. De rien, C'était avec plaisir. passionnant. Mm. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.